Bonsoir. Les Arabes, aujourd'hui, c'est le thème de notre Gai Savoir avec Salah Stétier, poète libanais, qui publie Mahomet. C'est une biographie du prophète, hein. C'est pas la première, oui. Ce sera pas la dernière. Il y en a quoi? Il y en a deux ou trois qui sortent par mois à peu près, hein. Il y en a, non, n'exagérez pas, mais il y en a plusieurs, dont beaucoup ont fait date. Mais pour la première fois, peut-être, c'est une biographie faite par un musulman, et par un musulman qui n'a pas pris ses distances par rapport à l'islam, mais qui vit en France depuis longtemps, qui a toujours vécu dans le monde, et une biographie donc qui n'est pas celle d'un orientaliste comme il y en a beaucoup. Donc Mahomet de Salah Stétier aux éditions Pygmalion. Alors, il était une fois en France. Ça, c'est un grand album de Mohamed et Sédic Larkesh, hein, deux frères. Vous publiez donc cet album aux éditions ENA, comme l'ENA, hein, vous avez fait l'ENA? Non, ENA veut dire européenne nord-africaine, c'est-à-dire que c'est la considération qu'aujourd'hui, en France, vous avez une population européenne qui a des origines nord-africaines, et pour ça c'est important aussi de le signaler. Donc il s'agit d'un recueil de portraits de personnalités issues de l'immigration maghrébine et d'autres personnalités, expliquer un peu que au sein de la France existe avec des personnalités qui sont... De personnalités et de personnages, parce que tout le monde n'est pas connu dans l'album. Bien sûr, hein? Et c'était aussi l'idée de présenter des personnages inconnus et pour expliquer que la France était colorée et que ça avait le mérite aussi d'être souligné à travers ses parcours et ses histoires. Donc il était une fois en France, des frères Larkesh aux éditions ENA. ENA. Salim Bachi, Le Chien d'Ulysse, c'est un roman. C'est un roman aux éditions Gallimard, s'il vous plaît. Alors vous publiez chez Gallimard. Vous êtes arabe et vous publiez chez Gallimard. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Et puis, on m'a demandé de présenter mes papiers d'identité à l'entrée. Oui, oui. Ils vous ont laissé rentrer sans problème. Ils m'ont laissé rentrer, mais c'est avec beaucoup de difficultés, hein, je vous le dirai. Ouais. C'est très difficile quoi, pour moi. Donc vous êtes arabe et vous êtes très jeune en plus. Et vous publiez chez Gallimard? Je suis relativement jeune, c'est vrai. Relativement jeune. Les Arabes doivent être c'est un coup de peau. Ne pas publier chez Gallimard. C'est un coup de peau, quoi. Ouais, donc c'est un roman qui se passe en Algérie. Oui, ça se passe. Hein, dans une ville imaginaire. C'est une ville histoire de mecs. Enfin, il y a un type et son copain. L'histoire de nana aussi. Et puis il y a les nanas, bien sûr, oui. Il y a une histoire d'amour. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis il y a de la politique aussi par derrière. Donc c'est Le Chien d'Ulysse, un roman aux éditions Gallimard. Daniel Picouli. Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? Parce que vous n'êtes pas arabe, je croyais que vous étiez antillais, non? Oui, vous faites tous les râteliers, non? Voilà, c'est ça. En gros, je mange à tous les râteliers, comme je n'ai pas pu être pris chez Gallimard, moi. Donc, dans toutes les maisons d'édition, on accepte ma gueule d'arabe et mes origines antillaises. Parce que moi, en fin de compte, là, mon seul passeport, c'est ma gueule. Et quand même, un livre, Fort de l'eau, qui se passe en Algérie. Alors ça, justement, vous racontiez votre enfance, c'était la suite de Chant de personne. Fort de l'eau, d'ailleurs, c'est formidable. Je le conseille, hein, c'est aux éditions J'ai lu. Hein, c'était aussi, si on veut l'avoir dans la belle édition chez Flammarion, mais J'ai lu, c'est un beau livre de poche, c'est pas cher, hein. C'est combien? C'est 38 francs. 38 francs J'ai lu, Fort de l'eau, et on perd pas son temps parce qu'on s'amuse bien. Bon, on va y revenir, j'espère. On va y revenir, oui, on va en reparler, c'est bien. Fatima Al, le livre du couscous. Ah bah oui, Arabe, femme, couscous, tous les stéréotypes. Mais c'est pas Gallimard, c'est Stock. Alors, le livre du couscous aux éditions Stock. Eh oui, parce que le couscous, c'est devenu presque le plat national français, presque. Hein. Presque le premier steak frites, je crois, un peu de plomb dans l'aile, donc il va peut-être passer dessus. Hein. Oui, avouons quand même que c'est mieux. Ah, vous trouvez ça mieux? Ah, c'est plus équilibré. Pour les artères, oui. Et puis on voyage avec le couscous. Oh, la frite, c'est pas mal quand même. Mais on va jusqu'en Afrique. Ah, mais vous pouvez mettre de la frite dans le couscous. Peut-être on peut tout mettre dans le couscous. Vous mettez déjà des nouilles. Non, pas la frite, j'ai compris l'Afrique. J'ai compris que vous aviez compris, mais je continue. Et vous mettez également des nouilles dans le couscous, hein, j'ai vu. Eh bien, je ne mets pas les nouilles dans le couscous, mais l'histoire des pâtes est très
très importante chez nous et on l'oublie. Et le couscous n'est rien d'autre que la pâte la plus fine au monde. Donc alors le livre de couscous, Fatéma Al aux éditions Stock, puis toujours aux éditions Stock de Fatéma Al, les saveurs et les gestes, avec une préface de Tahar Benjelloun. Oui, et c'est en fait sur la cuisine marocaine, hein, parce que vous êtes la cuisine marocaine, je m'intéresse énormément à la mémoire et particulièrement au Dada, ces femmes esclaves noires. Et donc le rapport avec l'Afrique, c'est pour ça tout à l'heure, vous avez dit frites, j'ai compris l'Afrique, est très important pour moi. Ah oui, dès que vous entendez un mot avec... je voyage. Tout de suite, c'est Afrique. Voilà pourquoi on est ensemble, en fait. Ah non, mais on a une parenté avec le couscous, on va y revenir, parce qu'il y a des choses à dire sur le couscous. Hein. Ah oui. Fort de l'eau, il y a une scène. Ouais, il y a une scène, enfin c'est un couscous galette des rois. Oui, c'est très très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Mais je crois qu'il faudra nous donner cette recette-là, parce que ça peut servir. Ça peut servir. Jean-François Degnaud. Jean-François Degnaud de l'Académie française, vous publiez L'île Madame, c'est un roman aux éditions Hachette Littérature. Alors qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs c'est la suite de Tadjoura. Je me suis demandé, et je pense que ça doit être une émission sur la chanson. Oui. Moi j'ai fait une chanson. À l'occasion, c'était quand un chanteur kabyle a été assassiné qui s'appelle Lounès Lounès. Il y avait un grand meeting de solidarité. Vous pouvez nous la chanter? Attendez un peu, le pire n'est pas encore arrivé. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais à l'hôpital, comme ça m'arrive assez souvent, régulièrement. Et à la place, j'ai envoyé un poème. Et puis, j'ai rencontré Maxime Le Forestier, qui m'a dit, c'est un très beau poème, est-ce que sur les peuples qui cherchent leur autonomie, leur liberté, est-ce que je peux en faire une chansonnette de la musique? Top là. Bon, elle est chantée maintenant? Elle est chantée par lui. Non, mais chantée maintenant Ah non, mais moi, non, moi je fais les textes, moi, c'est... Vous disiez que vous aviez chanté, alors maintenant j'attends la suite. C'est lui qui la chante, c'est dans son album et ça marche très bien. Donc je suppose que c'est à cause de ça que vous m'avez invité aujourd'hui. Jean-François Degnaud, L'île Madame, c'est la suite de Tadjoura. Là, il y a une consonance arabe, hein, donc on peut dire... Il y a pu y avoir confusion de votre secrétariat ou de la maison d'édition. Et donc, L'île Madame, aux éditions Hachette Littérature, vous êtes notre raton laveur. Il faut toujours quelqu'un qui n'ait pas de rapport vraiment avec l'émission. Ce sera vous, hein, le raton laveur. Et puis, vous publiez également, il y a une actualité d'Oignon, il y a toujours une actualité d'Oignon Libri, puisque vous publiez à peu près, beaucoup, hein. Combien 2-3 livres par an? Non. Un livre par an. Bon, il y a une réédition, L'Atlantique et mon désert, c'est un beau livre aux éditions Folio, en livre de poche. C'est pas cher non plus. C'est peut-être encore moins cher que le Picouli d'ailleurs. C'est un concours des prix bas. Oui, voilà. Et on va essayer de faire de la littérature pas chère, de la bonne. Hein. Alors, Salam Stétier. Salam Stétier, vous l'adorez, votre Mahomet? Non. Hein? Pas du tout, et il ne demande surtout pas à être adoré. Non, mais parce qu'on va dire c'est une hagiographie, parce qu'il n'a pas beaucoup de défauts dans le livre. Ah, si, je montre... j'ai essayé, au contraire, de décaper un personnage qui a été victime de deux déformations. D'une part, la déformation hagiographique, précisément, qui est celle de la plupart des biographes arabes ou musulmans, et d'autre part, une forme de déformation qui est souvent liée à un regard politique sur l'islam, et Dieu sait si l'islam aujourd'hui notamment est présent dans la conscience politique non seulement de l'Europe mais du monde entier à cause des problèmes que nous connaissons, notamment le problème israélo-arabe et notamment aussi un certain nombre de régimes qui dominent au Moyen-Orient ou ailleurs et qui n'ont pas toujours bonne réputation. J'ai voulu, au contraire, essayer de voir derrière ces images toutes faites quel était le personnage vivant, car c'est un personnage historique. On a beaucoup de documents sur lui. Non, mais quand je disais que vous étiez gentil, vous n'aviez pas le même point de vue. Par exemple, qu'il y a un classique dans le genre, le Mahomet de Maxime Rodinson, qui est un très grand livre d'ailleurs, qu'on peut trouver aussi là en poche aux éditions du Seuil. Tout à fait. Le Mahomet de Rodinson qui est favorable et en même temps critique, quoi. Et vous êtes moins critique. Je suis tout à fait en admiration devant le Mahomet de Rodinson. Rodinson est quelqu'un que je connais
bien, que je respecte beaucoup, mais Rodinson a une clé, je dirais, socio-économique pour essayer de déchiffrer le personnage de Mahomet. Je ne dis pas qu'il dit que Mahomet est un plagiaire, mais enfin, parce que c'est plus compliqué que ça, mais il dit quand même Mahomet a un peu copié, quoi. Il a un peu copié Jésus, il a un peu copié Moïse, il a un peu copié tout le monde. Il n'a pas copié, il a repris, si vous voulez, l'inspiration à la source. Et tout le message de Mahomet, à travers... il est illettré, il le dit en tout cas. Il était plus dans le plaisir quand même que les deux premiers. Il aimait les femmes. Il dit qu'il aimait les parfums et les femmes. Oui. C'est merveilleux, un prophète qui aime les femmes. Il en a eu des femmes. Il a même épousé Aïcha à 9 ans, hein. C'est quand même faux. Oui, mais il a épousé aussi... Aïcha, oui, avec Aïcha à 9 ans, mais il n'a pas oublié que c'était dans les mœurs de l'époque, n'est-ce pas? Et quand il meurt, lui, à 63 ans, Aïcha a 20 ans. Et il est l'auteur de cette formule. Et il est mort dans ses bras d'ailleurs, dans les morts d'Aïcha. Il est mort dans ses bras et on sait exactement, tellement les contemporains de Mahomet ont noté tous les détails de la vie de ce personnage. Oui, parce que c'est tout près, il ne faut jamais oublier, c'était 6 siècles après Jésus-Christ. Hein. Oui, mais c'est 6 siècles après Jésus-Christ, donc on a... Oui. C'est plus proche, évidemment. Donc, Mahomet, contrairement à ce que vous dites, n'est pas un plagiaire. Je n'ai pas dit ça. 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 Je me faisais l'écho. Je me faisais l'écho. Non, non, non. Je me faisais l'écho, mais je n'ai pas dit ça. Oui. Mahomet est quelqu'un qui essaie de remonter à sa façon vers les sources de l'inspiration divine entre guillemets, et il le fait à partir de cette région du Proche-Orient qui est une région prophétique depuis toujours et qui est une région dont nous continuons de vivre. Puisque les 3 grandes religions qui régissent non seulement l'espace méditerranéen, mais une grande partie de l'espace mondial, les religions qu'on dit abrahamiques, sont toutes nées pratiquement dans une sorte de triangle, la Palestine, c'est formidable, hein, de penser l'Arabie et qu'il y a finalement une continuité dans tout ça, puisque c'est vrai qu'il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Jésus, il y a Mahomet, et ils tiennent à peu près, en gros, les mêmes discours, quoi. Et tout le monde est un peu le fils de l'un, et il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas de grande différence. Il faut se méfier de cette espèce d'assimilation il y a des convergences, mais il y a également les personnages de la chrétienté ou du judaïsme, ils sont dans le Coran, quoi. Ils sont là, la Vierge, l'archange Gabriel, Jésus, Moïse, Abraham, tout ça. Tout à fait. On reconnaît en tant que prophète Jésus et Moïse. Oui, et alors une chose tout à fait extraordinaire, c'est que le seul personnage nommé par son prénom dans le Coran, le seul personnage féminin, c'est Marie, et il n'y en a pas d'autre. N'est-ce pas? La reine de Saba n'est pas nommée, il n'y a pas de Balkis, on dit la reine de Saba. Mais Marie, elle, est nommée par son prénom. Salim Bachi, comment vous vous situez par rapport à l'islam de culture Salah Stétier, comment je le situe par rapport à l'islam? Non, vous, comment vous vous situez par rapport à son discours? Moi, je me situe par rapport, en tant qu'Algérien, je suis de culture aussi musulmane que de culture méditerranéenne ou ce qu'on veut. Et moi, j'ai lu le livre de Salah Stétier avec beaucoup de plaisir. Et j'avais lu aussi le livre de Maxime Rodinson avant, qui lui porte plus une critique sur la révélation que sur... L'idée de Maxime Rodinson, la critique était portée sur la révélation. Est-ce que Mahomet est vraiment un inspiré de Dieu, ou c'était plutôt ça l'enjeu? C'est un regard d'un psychanalyste, très psychanalytique par rapport au personnage de Mohammed, le livre de Maxime Rodinson. Et là, on a un autre regard, quelqu'un qui... Parce qu'avant, on avait les orientalistes, donc où on passait plusieurs pages sur cette personnalité. C'était ennuyeux à mourir. Nous, on était obligés de le lire, de l'apprendre à l'école, et c'était très ennuyeux. Et enfin, moi, quand j'étais à l'université à Paris,
Paris 8, donc je rencontre des professeurs comme Arkoun ou Jabeldine Benchir, et on nous met entre les mains le livre de Maxime Rodinson, on fait un regard de quelqu'un qui, donc à l'époque, qui était dans la psychanalyse, juif en plus, qui regarde cette personnalité différente, mais qui n'était pas, oui, mais qui ne... Qui a une approche marxiste aussi, un regard marxiste aussi, absolument, marxiste, psychanalyste, etc. Ça nous donnait un autre regard, je ne dis pas qu'il est bien, mais pour nous, ça nous fait avancer par rapport à la critique. Là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est de cette civilisation, de cette religion, qui nous donne un autre regard. Et moi, ce qui me dérange, sincèrement, c'est Mahomet. Pourquoi pas Mohammed? Puisque à chaque fois, on est obligé de s'adapter à la prononciation française par rapport aux Arabes. Mais Salah-Stéti est très clair dans son livre, enfin, par le titre, moi, c'est Mohamed. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix Mahomet et non pas Mohammed? Vous avez raison, et j'ai appelé mon livre Mohammed, qui est la bonne prononciation, et c'est l'éditeur, pour des raisons qui lui appartiennent, qui a préféré recourir à la... Il y a des petits aspects du livre que j'aimerais traiter avec vous. C'est par exemple, il y a quelque chose de passionnant, c'est le symbolisme du turban. Hein? Expliquez-nous ça. Oui, hein? le turban, et quand on utilise le mot turban, on ne sait pas que cette espèce de coiffure qui a connu sa période de gloire, notamment au moment de l'Empire ottoman, fait en réalité référence à la mort, à la tourbe, à la tourba. La tourba, c'est le cimetière. Vous évoquez à un moment donné dans votre livre, Jean-François Degnaud, en Albanie, une ou deux petites tourbas albanaises, c'est la tourbe. Et celui qui porte le turban est en réalité quelqu'un qui porte son linceul autour de la tête, parce qu'il ne faut pas qu'il perde de vue qu'il va mourir. Et cette espèce donc c'est l'idée, il y a plein de choses comme ça dans votre livre. Hein. Oui. C'est une lecture, c'est vrai, à la fois poétique, littéraire, de Mahomet. Une lecture moins cultivée, parce que je veux me permettre. Moi, ce qui m'intéressait dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas d'aller à Paris 8, c'est pas les influences marxistes, c'est aujourd'hui, j'ouvre mon poste de télévision et je vois le problème Israël-Palestine. C'est-à-dire que ce lieu, le problème de Jérusalem, par exemple, ne peut être compris que si on a mis en perspective ce qui vient d'être dit. Et moi, ce qui m'intéresse, quand votre éditeur, Mahomet, il fait une œuvre pédagogique, il faut penser à tous ceux qui ne sont pas cultivés, qui n'ont pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. C'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est comprendre aujourd'hui, grâce à des textes comme celui-là, j'ouvre ma télévision aux actualités. Voilà, je peux peut-être mieux comprendre pourquoi on se bat à ce point sur l'esplanade des mosquées. Pourquoi à ce point c'est symbolique? Ça m'intéresse aujourd'hui. Moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité française. Moi, j'ai lu le bouquin avec passion, et ce qui m'intéresse assez, c'est de refocaliser le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam en France est présente. Aujourd'hui, il y a une image qui est fantasmée, qui est le fruit aussi d'une histoire coloniale et en même temps d'un fantasme qui a été longuement nourri. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, les Français dits de souche ou les jeunes issus de l'immigration maghrébine et qui par ailleurs sont musulmans ou pratiquent ou ne pratiquent pas, selon les degrés d'islamité de chacun, puissent avoir comme ça une image beaucoup plus humaniste, parce qu'aujourd'hui on s'est un peu écarté de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une équation de l'islam, islamisme, intégrisme, terrorisme, et ça aujourd'hui on est le fruit un peu de tout ça, et on est un peu victime de ça. Aujourd'hui il est mal de dire je suis musulman, c'est-à-dire que je participe aujourd'hui à la société, je contribue à la société française, je suis français et je suis musulman. C'est-à-dire qu'il y a presque un complexe aujourd'hui à se définir comme musulman sans pour autant être en contradiction avec les lois de la République, évidemment. Mais c'est vrai, il y a une peur, ce qu'on ressent en tout cas. Moi, j'ai vécu plus ici qu'au Maroc, je suis vraiment une immigrée. Et ce qu'on ressent à chaque fois quand on rencontre quelqu'un, pour nous, c'est vraiment on rame pour déjà casser une image, que ça soit l'image de la musulmane ou du musulman ou l'image de l'arabe. On a
rencontre très peu de gens qui ont envie réellement de nous rencontrer. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est par rapport à cette écriture. Et moi, je dis Mohammed, c'est aussi parce que les mêmes... Non, mais parce qu'il s'appelait Mohammed et le commun des mortels, on a des Mohammed par rapport à lui. Et pourquoi on appelle Mohammed l'immigré, Mohamed, et on appelle Mahomet le prophète? Je veux dire, c'est aussi par rapport. C'est une division qui ne m'intéresse guère. Jean-François Degnaud. Ce qui est passionnant, c'est que c'est l'actualité. Comme l'a dit Picouli, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder un écran de télévision sans voir le problème dans le drame. Tous les jours, des fils d'Abraham, comme on a dit, c'est-à-dire les gens du livre, tous ceux qui ont en commun Al-Kitab, tous ceux qui ont en commun cette culture de base, avec d'ailleurs pour l'islam une qualité littéraire exceptionnelle, parce que le plus beau texte sur la Vierge Marie, c'est dans le Coran, la sourate qui raconte l'Annonciation. Bah, qu'est-ce que c'est beau le Coran, hein, c'est très beau. C'est un beau poème. À la Bible, c'est pas mal non plus, hein, comme poème. On fâchera personne. On fâchera personne, hein, oui. C'est que les mais Lao Tse et Bouddha aussi ont écrit des beaux textes, il faut bien dire. Non, il est très occupé. Il ne veut pas avoir d'ennui en sortant de cette émission, c'est clair. Mais comme il est gentil, on va l'aider. Non, il y a les dernières sourates qui sont les plus courtes, elles sont classées. Qui sont en réalité les premières. Et qui sont les premières, mais on les a à la fin. Et elles sont des espèces de fulgurances poétiques en 3 livres. Alors, d'ailleurs, Salah Stétier, vous préférez quel Coran celui le plus poétique, on dit toujours c'est celui d'André Chouraki, là, chez Lafon? Non. La traduction, la meilleure traduction, vous préférez? Le plus précis, peut-être, est celui de Denise Masson, qui a reçu l'aval d'Al-Azhar. Ça, c'est chez Gallimard. C'est dans la Pléiade. Ouais. Mais le plus baroque, le plus proche, peut-être, de la langue à la fois rugueuse et splendide du Coran, et celui de ce personnage étonnant, fascinant, qui était Jacques Berck. Jacques Berck. Donc, on conseillait donc le Coran de Jacques Berck. Les Arabes aujourd'hui... nous allons maintenant écouter Camille Cabana. Camille Cabana, président de l'Institut arabe. Écoutez. Je crois que il y a dans toute la communauté d'origine arabe qui vit en France et qui est, vous le savez, assez importante, toutes sortes de situations individuelles qui sont très différentes. Il n'y a pas grand-chose de commun entre un immigré, c'est-à-dire quelqu'un qui, après avoir vécu dans le monde arabe, est venu s'installer en France, et les enfants de ces immigrés qui, eux, sont nés, qui ont grandi en France, et qui se sont plus ou moins bien intégrés dans la communauté française. Donc je crois que la situation est suffisamment diverse pour ne pas se prêter, si vous voulez, à un jugement globalisant et à l'emporte-pièce, car je crois que tous les cas de figure peuvent se rencontrer pour répondre à cette fameuse question: qu'est-ce qu'un arabe en France aujourd'hui? Je veux dire que je suis très heureux de saluer la présence de M. Salah Stétier sur le plateau. Je voudrais lui dire à titre personnel que je suis en train de dévorer son livre sur Mohammed et que j'y prends un très grand intérêt, car je le trouve remarquablement écrit et avec une approche humaniste qui est particulièrement attachante. Alors, un bon point pour Camille Cabana, vous avez vu, il a dit Mohamed. Hein? Oui, il a raison, c'est la bonne prononciation. Et en plus, il a aimé Salah Stétier. Si, j'aime Cabana aussi, mais si nous avons le temps tout à l'heure, je vous raconterai une histoire tout à fait étonnante sur une vision de Mahomet au Moyen-Âge en France, si nous avons le temps. D'accord. Qu'est-ce que vous avez et comment vous réagissez au discours de Camille Cabana? Je n'ai pas entendu en entier, enfin je sais pas. Moi je pourrais. Pardon? Si, oui. Moi je pourrais. Si vous parliez avec votre voisin pendant ce temps-là, c'est ça? Non, non. Ouais. Vous réveillez un mauvais élève. Il faut de la classe. Oui, c'est toujours pareil. En fait, je me permets de prendre la parole parce qu'aujourd'hui, par rapport à un projet comme celui-ci, sur lequel on a travaillé pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 documentaires ainsi qu'un bouquin où on essaie de rassembler un certain nombre de personnalités et de personnages qui aujourd'hui font partie intégrante de la société française. Le 15 février, on passera d'ailleurs à l'Institut du monde arabe avec une exposition et débat sur le thème de
l'intégration et sur la présentation d'Il était une fois en France. Concernant les immigrés, aujourd'hui, la grande question, aujourd'hui, moi je suis né en France. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir qu'est-ce que je suis ou comment je me définis. Aujourd'hui, je suis citoyen français. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a malheureusement, au regard de ce qu'on peut voir à travers l'actualité, une double réalité. C'est-à-dire qu'on a une citoyenneté à double vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont issus de l'immigration maghrébine et en particulier algérienne, qui ont vécu à travers les événements et la guerre d'Algérie des conséquences qui sont un peu dramatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont vécus un peu de manière comme étant, et comme les parents ont pu l'être durant le passé, de manière infériorisante. Et je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, on prétend que ce sont des citoyens, mais dans la réalité, il y a une grosse difficulté à pouvoir les accepter comme tels. C'est-à-dire qu'au niveau du logement, au niveau du travail, au niveau de la religion aussi, parce qu'on peut souligner aujourd'hui que 5 millions de musulmans vivent en France, et dont, je crois, à peu près 2 millions sont citoyens français. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux, à la fois pour ces jeunes qui vivent et qu'on stigmatise aussi à travers des titres un peu sensationnels, à travers l'actualité. Par rapport à un bouquin comme celui-ci, on a essayé de casser un peu cette image stéréotypée des Arabes et essayer d'amener quelque chose de positif, d'expliquer aussi qu'il y a une réalité, que la France est colorée et qu'à travers la télévision, ce qu'on peut nous montrer, c'est très souvent une image stéréotypée ou une image un peu sensationnelle qui aujourd'hui, malheureusement, a un effet négatif, aussi bien vis-à-vis de la population. Je pense que aussi, écoutez, je crois qu'en dehors de ce qu'on peut, entre guillemets, nous dire d'eux, ils disent d'eux. Il y a un Jamel Debbouze qui fait rire tout le monde et il y a une légèreté. Moi, c'est ça que j'aime. En fait, dans l'immigration... Yasmine, faut pas oublier. Yasmine, absolument. Ouais. Yasmine, non, mais j'y arrive. Il y a la chanson, il y y a la cuisine. Aujourd'hui, il y a Cheb Mami. Il y a Cheb Mami, oui, absolument. Il y a Faudel, il y a... Mais je crois que elle s'exporte. Ayant vécu quelques années à l'étranger, la France, ou du moins ses immigrés, parce que malheureusement on est toujours avec c'est pas un discours d'avant-hier que vous tenez quand même, parce que aujourd'hui c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Fatima Al, on a l'impression d'une montée, on a l'impression mais complètement, ils sont en train. Chez vous, regardez, vous avez des photos, de nombreuses photos de personnes qui sont déjà installées. Regardez, Rachida Dati, juge d'instruction, elle est là. Ou Rachida Arabe à la télévision. Rachida Arabe à la télévision, je suis dans le domaine scientifique, médical, le nombre de professeurs agrégés, d'élèves de l'école polytechnique qui passent les grands concours. Aujourd'hui, cette réalité, il ne faut pas non plus... Dans les hôpitaux, c'est très difficile de se faire... C'est très difficile de ne pas se faire soigner par un grand chirurgien qui n'est pas arabe. Aujourd'hui, je pense que les Le Penis doivent avoir des problèmes quand ils vont dans les hôpitaux. Les Arabes nous envahissent. Cette réalité, évidemment, existe bien en France, et ce qui a donné lieu à un bouquin sur lequel on a travaillé depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a plus de 150 personnages, 150 personnages qui sont représentants dans tous les domaines, sportifs, économiques, artistiques. Mais c'est ça, je veux un truc sur le mode d'intégration. Non, il y a une chose qui... Presque ces deux modèles d'intégration, pour moi, il y a le modèle communautaire, et je pense que le modèle de la France n'est pas un modèle communautaire. Enfin, a priori, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça même que je l'espère. C'est-à-dire que les entreprises qui tentent à isoler une communauté, même pour la valoriser, sont quand même des entreprises communautaires. C'est-à-dire qu'on isole. Moi, j'ai une expérience qui est un petit peu particulière. Je disais en plaisantant tout à l'heure que j'ai une gueule d'arabe, mais elle est déterminante dans mon histoire. C'est-à-dire que Fort de l'eau commence, et c'est pour ça que j'aime bien parler d'acculturation et de manque de culture. Moi, la première scène dans Fort de l'eau, c'est une scène initiatique. Je suis un petit gosse des banlieues qui est en Algérie, qui est en train de manger un sandwich, qui semble bien être au port, mais je ne le savais pas. Et il y a un vieil arabe qui arrive et il me met une raclée, Et je suis fier de cette raclée. Pourquoi? Parce que cette raclée, c'est comme bienvenue au club. Tu es d'ici, on te reconnaît comme d'ici. C'est-à-dire que moi qui venais des cités, où j'étais de nulle part, j'étais pas de mes cités, bien que français et d'origine martiniquaise, c'est-à-dire pas du tout de là dont je semble être. Quelqu'un me dit là-bas, t'es ici, t'es notre fils. Et moi, j'ai vécu toute ma vie comme ça. C'est-à-dire que moi, on s'est toujours adressé à moi en arabe. Il y a un livre pour moi qui est fondamental et déterminant, c'est le livre de Rachid Boudjedra, qui est Topographie pour une agression caractérisée. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, on me demandait son chemin. Un arabe du bled venait avec le papier et me disait, me passait le petit bout de papier, et je ne pouvais pas lui répondre. Et moi, j'ai eu aussi de ces réponses du genre, qu'est-ce qu'il y a?
Tiens, honte. Tu peux pas parler arabe. Je dis, mais si j'étais arabe, je serais fier et je le dirais. Je ne parle pas arabe. Et je me suis mis à aller à la FNAC acheter la stimule d'arabe comme un imbécile. Et je me mettais à apprendre. Et un copain m'a dit, de toute façon, ça c'est de l'arabe littéraire, ils comprendront même pas. Et à chaque fois que je ne pouvais pas répondre en arabe, je pensais au livre de Rachid Boudjedra, parce qu'à la fin, dans le livre de Rachid Boudjedra, le gars finit massacré par des racistes parce que quelqu'un n'a pas pu lui dire son chemin. Et moi, ça m'a toujours... C'est ça qui m'importe. C'est-à-dire que j'allais presque dire, dans le communautaire, moi, on ne me mettra pas dans un bouquin sur les Arabes. Et pourtant, mon expérience... Et pourquoi pas, on vous a mis dans une émission sur les Arabes. Oui, d'accord. Mais je veux dire, non mais il faut penser, non mais j'ai juste terminé là-dessus, il faut penser à ceux... Parce qu'il y a un gars qui me dit, mais toi, t'es pas un Arabe, t'es un copain. Les gars, ils disent, mais non, on te connaît bien, tout ça. Je dis, c'est pas moi qui décide de la gueule que j'ai, c'est les 4 mecs qui descendent avec des manches de pioche de la bagnole. Mais ce qui vous avez quand même une tête d'Arabe, hein, quand même. Oui, ça, mais j'en suis fier. Mais on est quand même... Mais là où je vous rejoins, c'est que constamment la réalité. Moi, je suis, depuis toujours, que ce soit mon restaurant, le livre, depuis toujours, j'ai envie de ne pas restaurant La Montsouris à Paris, allez, on arrête après. Hein. non, mais j'ai toujours eu des amis qui sont ou de nulle part, ou qui sont très... J'ai toujours été... entre guillemets international. J'ai toujours voulu, en tout cas, être international. Je dis toujours que mon pays, c'est le 11e, etc. Mais le problème de la réalité, c'est que de temps en temps, on vous renvoie à une image et on vous remet à votre place. Et là, on reprend ce discours où on dit je suis arabe, je suis musulmane, et on rejoint la communauté. Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, je peux être français, d'origine arabe. Nous sommes aussi français, ça n'empêche pas d'être arabe et français. Moi, je suis français. Je peux être aussi musulman et je peux être arabe. Mais bien sûr. Il n'y a rien de contradictoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un travail de mémoire qui doit être fait. Et être libre de faire d'autres choix que d'être dans la communauté aussi. Comment? Et de faire aussi un choix d'être avec ou en dehors de la communauté. Je n'ai pas obligé à chaque fois de... Je parle d'une communauté citoyenne et française. Aujourd'hui, il n'est pas question de diviser des populations. Je dis quelque chose de juste sur la mémoire. La mémoire, c'est très important. Mais il n'est pas question de diviser une population. Il n'est pas question de diviser une population. Aujourd'hui, on a des Corses qui ont une spécificité. Aujourd'hui, les gens qui sont issus de l'immigration maghrébine ont une spécificité, encore une fois. Ils ont une spécificité qui est de l'ordre de l'histoire. Et ça, on ne peut pas le négliger. Et on ne peut pas le négliger. Je vais t'arrêter, je vais excuser de couper. Il y a un mot qui m'énerve en ce moment, c'est multiculturel. La culture est multiple par essence. Par essence. Et le multiculturalisme renvoie à quelque chose, je ne sais pas, on n'a jamais dit que la musique classique était multiculturelle, que la peinture était multiculturelle. C'est un mot qui m'ennuie pour ça, parce qu'il renvoie, on se trouve en situation défensive, on a le sentiment qu'on doit se défendre contre. Moi, j'ai toujours dit, quand j'avais des élèves, je travaillais beaucoup dans les banlieues, ils disaient un peu parfois, mais on fait rien pour moi. Qu'est-ce que tu fais toi pour toi? Évidemment. C'est ça qui m'importe. Évidemment, mais le gros problème avec cette image négative, on finit par convaincre, et là est le problème, on finit par convaincre ces petits jeunes qui naissent dans des cités en banlieue, qui ne sont pas tout à fait, qui sont des moitiés. Et le gros problème, une moitié de citoyenneté, et malheureusement, c'est que dans la réalité, on le constate. Aujourd'hui, par exemple, quel est le meilleur moyen que d'expliquer à un jeune, des cités ou d'ailleurs, qu'il a la possibilité de pouvoir s'épanouir tant bien que mal, de manière à part entière? C'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, malgré les difficultés et malgré la réalité... Il n'y a pas besoin qu'on lui explique toujours tout. Moi, la réaction aujourd'hui, avec une réalité, vous avez des jeunes qui se créent des frontières invisibles, Laissez parler les dames, s'il vous plaît. Laissez parler la dame. Non, mais par exemple, on parle là, même dans votre livre, et les gens qui ont réussi, etc. C'est très bien de briser aussi l'image. Mais jetons un regard 2 secondes sur la violence. Tout le monde nous fait part avec la violence dans les banlieues. Il se passe très peu de choses actuellement dans tout, même au niveau de l'art, au niveau de la littérature. Il se passe, mais là où il se passe vraiment quelque chose, on est en train de nous dire quelque chose, même de façon violente. Je ne cautionne pas cette violence, mais je dis, cette violence, ils sont en train aussi de dire quelque chose. Que ce soit par la chanson, mais il y a quelque
quelque chose de vivant qui est là. Aujourd'hui, vous parlez de musique. Par exemple, dans le bouquin, il y a 15 musiciens, compositeurs qui sont aussi bien dans le domaine de l'opéra, dans le domaine de la musique contemporaine, dans la musique classique, dans la musique... Partout. Ils sont partout. Mais l'idée, encore une chose, par exemple, vous me parlez des révoltes dans les banlieues. Vous me parlez des révoltes dans les banlieues. Mais quels sont les autres moyens qu'on donne à cette population qui est française pour pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'au niveau politique, on lui donne les moyens? Le gros problème, c'est qu'on donne et qu'on a simplement des personnages qui ne sont pas ni élus, ni rien du tout, qui pourraient défendre des projets, mais qui sont dans l'intérêt de la France, parce qu'aujourd'hui, l'identité française, elle est multiple. Non, je comprends pas ce que tu as dit quand tu dis on leur donne pas les moyens. Moi, c'est un citoyen. Aujourd'hui, je vote. Et s'il y a quelqu'un qui vote pour des projets que je peux porter, l'aider, mais le gros problème aujourd'hui, est-ce qu'il existe aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me citer un nom d'une personnalité qui est à même de pouvoir éviter de faire de la figuration et de pouvoir avoir un rôle influent, par exemple, en termes politiques? Qu'est-ce que ça s'appelle à faire de la figuration? Oui, Jamal Sanjak, il s'inscrit, il va être peut-être le maire de Noisy-le-Sec. Voilà, par exemple. C'est pas un homme politique. On va parler de la suite. Nous allons parler de la suite, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Maintenant, un peu de publicité, s'il vous plaît. Vous êtes très publicphobe, mais quand même, il faut laisser sa place, il faut laisser vivre la réclame. À tout de suite. Soyons bons. L'harmonie d'un corps. Le visage de Mahomet, on n'a pas le droit de le montrer, non? Il y a un problème. En fait, il y a une période de l'évolution de la pensée islamique où on avait le droit de représenter, c'est d'ailleurs le cas de cette couverture, de représenter Mahomet. Et puis maintenant, il y a une sorte de refus de régression, un peu, allez. C'est une forme de régression que je regrette. Alors, il était une fois en France, c'est un album de photos et de textes des frères Larkech aux éditions ENA. Le chien d'Ulysse, c'est Salim Bachi, romancier, jeune romancier de 29 ans, qui publie Le chien d'Ulysse, un roman donc aux éditions Gallimard. Daniel Picouli, qui publie Fort de l'eau, qui était sorti il y a quelques années déjà, un livre magnifique, c'est un roman de la collection J'ai lu, que je conseille. Fatima Al, qui publie Le livre du couscous, le couscous dans tous ses états, aux éditions Stock. Et puis enfin Jean-François Degnaud de l'Académie française, qui publie L'île Madame. C'est un roman, c'est la suite de Tadjoura, qui a été un succès absolument phénoménal l'année dernière. Incroyable. Hein, ça a tout cassé. Oui, c'est la suite. Là, vous avez tout cassé encore, ça sent le best-seller. Hein. Ah, je toucherai du bois, mais enfin, c'est une histoire. Ouais, Monsieur Degnaud, alors comment il fait pour faire des best-sellers? C'est quoi la recette? La recette, c'est, je sais pas... Enfin, Picouli, il sait faire aussi. Hein. Il sait faire aussi, tout le monde sait bien passer. Écoutez, c'est lui aussi, il devait faire un best-seller. Oui, absolument. Oui. Parce que Salim Bachi, oui. Salim Bachi, il a fait un beau livre. Hein. Oui, oui. Le chien d'Ulysse, c'est un beau livre. Des dialogues, des personnages. Alors, il y a les personnages, il y a une partie de carte qui n'est pas exactement celle de Pagnol, n'est-ce pas? Mais il y a une partie de carte dans un état de tension qui est tout à fait extraordinaire et où à la fois les termes techniques, moi je ne suis pas un grand genre, mais c'est la manie coinchée, ou à peu près, que j'ai cru reconnaître, hein, bon, et qui se situe entre des personnages dans un état de tension incroyable et un moment de l'histoire et un moment de la vie algérienne, puisque tout ça a pour tableau la vie algérienne actuelle, c'est de la grande littérature. Bon, alors, je crois que quand il y a un best-seller, sauf quelques cas mystérieux, aberrants, que tous les éditeurs recherchent, des livres, on ne sait pas pourquoi, ils font un tabac, et d'autres qui devraient être bien font rien du tout, mais ça c'est... Oui, vous faites des best-sellers, Tadjoura, c'est l'aventure, ça sent la mer, ça sent la mort aussi, et L'île Madame, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, ça se passe sur tous les continents, ça bouge. Raconte une histoire vraie,
mystérieuse qui a un sens. Et c'est leur but. Ce sont tous de vieux aventuriers, des anciens de la guerre. Ils sont 12, ils se retrouvent régulièrement. 12 présidés par une femme. Oui, qui s'appelle Août. Août, c'est le mois d'août. Et le fait que ce soit une femme qui préside, évidemment, change tout. Parce que 11 bons hommes et une femme, la partie n'est pas égale, c'est clair, elle va tous les manœuvrer. Et alors, au lieu de raconter seulement des histoires du passé fantastiques et très intéressantes, ils sont pas contents d'eux. Parce qu'elle, elle est le présent, elle est la vie, elle est la responsabilité, elle est en plus très séduisante et beaucoup plus jeune qu'eux. Et alors, ils racontent, mais ils voudraient vivre. Et l'histoire de l'île Madame, c'est comment chacun qui a eu une vie, qui a eu des souvenirs, à un moment, veut dépasser ses souvenirs et veut rentrer dans la vie. Alors, ces personnages-là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans les services secrets, ils ont tous fait plus ou moins des actions un peu troubles sur tous les continents. Et dans ces histoires-là que vous racontez plein d'histoires, on a l'impression qu'elles sont à peu près toutes vraies, non ? Oui, elles sont à peu près toutes vraies, on peut le dire. Mais il n'y a pas les noms, quoi, c'est tout. Seulement pour pas avoir d'ennui, j'ai écrit roman sur la couverture, pour pas qu'on me dise ça, etc. C'est mieux qu'un roman. C'est mieux qu'un roman. Qu'est-ce qu'il y a mieux qu'un roman? C'est un roman. Vous avez mixé Picouli, là. Moi, je change, pour qu'il n'y ait pas de... Est-ce que je peux revenir au débat de tout à l'heure, une seconde? On est là pour ça, on est là pour parler des Arabes aujourd'hui. Et là, vous détournez la conversation parce qu'on parlait de votre livre, Jean-François Degnaud. Il faut revenir aux Arabes. Allons-y. 2 minutes, parenthèse importante. On a dit toutes les difficultés de l'intégration, on a souligné en même temps que maintenant il y a une percée dans les arts, la culture, dans le chant, dans le cinéma, mais pas seulement, dans les responsabilités scientifiques, administratives, médicales, enfin moi j'en vois tous les jours. Et alors quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est à cause de ma présidente que je dis ça, c'est les femmes. Oui. Les femmes descendantes de... mais alors là, c'est un... Vous voulez parler de la beurette? La beurette, si vous voulez. Si parlons de la beurette, alors c'est quoi la beurette alors? Vous savez que dans les drames des banlieues, vous connaissez ça, vous avez regardé ça. Bon, les enfants ne connaissent plus le nom de leur père et très souvent ne connaissent plus le nom de leur mère. Parce que c'est des sociétés complètement cassées. Et c'est des clans qui se forment à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Qui reste l'autorité? La sœur aînée. La sœur aînée. Tous les analystes sérieux, pas de ceux qui vous disent qu'il faut jouer au football. Mais même ça, ça évolue. Alors, ça évolue. Ça, elle compte. Elle représente quelque chose de sérieux. Et dans les carrières, quand vous voyez les beurettes, si l'animation est admise, quand vous voyez les beurettes, ce qu'elles font, elles ont une aisance, elles ont une autorité, elles ont un talent. On a l'impression qu'elles sont vraiment toutes les femmes dans cette société étaient comme ça. Si on revient aux Mille et une nuits, et quand on regarde... Les femmes sont mieux que les hommes, c'est ça? Non, pas mieux, pas mieux. D'accord. Non, pas mieux. C'est-à-dire, non, pas mieux. Alors, je raconte une histoire dans le livre du couscous, le couscous de l'amour, où pendant qu'on m'apprenait à rouler le couscous, alors que moi, adolescente... C'est comment on oui, roule? Non, mais c'est pas ça l'histoire. Non, mais comment on roule alors? Pendant qu'on m'apprenait ça, moi, mon corps, en tant que femme, je sentais autre chose. J'avais envie de vivre l'amour. Et on a 60 mots pour dire l'amour et on n'avait droit à aucun. Mais ça, c'est une réalité. Mais la réalité qu'on ne connaît pas ici, parce qu'on ne va pas un peu plus loin, c'est que les femmes, dans ce rôle dans lequel on les a fermées, elles ont inventé une autre vie. Elles ont inventé une autre vie. Quand on regarde les Mille et une nuits et le rôle des femmes, eh ben, on se pose la question sur... C'est pour juste revenir à cette image aussi de la sœur sérieuse, etc. C'est vrai. Et toutes les études, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le milieu de l'immigration pour confirmer ça. Seulement maintenant, ce qu'on regarde maintenant, donc à la 3e, 4e génération, les filles... continuer à parler de 3e, 4e génération. Est-ce que ce ne sont pas simplement des citoyens français? Est-ce que il faut toujours accoler une étiquette? C'est bien parce que vous reprenez ce que vous dites, c'est parfait. Non, mais je ne reprends pas ce que je dis, c'est que vous avez mal compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez mal compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme toute femme, on comprend mal. Aujourd'hui, on peut tout à fait définir, est-ce que arabe, c'est une nationalité? Non, c'est... Je parle de l'immigration, je ne parle pas d'arabe seulement, je parle de l'immigration. Dans les immigrations, il y a ceux qui se définissent comme kabyles, il y a ceux qui se définissent comme berbères, et il y a la langue arabe qui nous réunit, qui nous unit. L'immigration aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez un certain nombre de personnes qui, par une histoire
sont venus en France et qui ont essayé de vivre tant bien que mal avec toutes les difficultés que ça imposait. Aujourd'hui, on parle des femmes qui réussissent mieux que les hommes. Très bien, mais est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui les Arabes aujourd'hui, on va maintenant écouter le point de vue de Didier Deninx, écrivain, scénariste, qui publie avec Anouka une bande dessinée. Hein, c'est aux éditions One Shot. Hein, Anouka Deninx, regardez. Le principal levier pour moi, pour mettre fin à tous ces problèmes qui s'appellent le racisme ou l'exclusion, c'est le levier d'un des mots qui est au fronton des mairies, qui est l'égalité. Mais pas une égalité où les gens seraient mis les uns à côté des autres, comme ça, en disant vous êtes égaux de par la naissance, mais le fait de s'apercevoir que dans ce pays, il y a des inégalités vraiment profondes et qu'il y a des gens qui sont nés avec des handicaps sociaux, des handicaps culturels, des gens qui ont été chassés de leur pays et qui a besoin que la République les aide un petit peu plus que les autres. Donc, à mon avis, moi, le levier essentiel pour vaincre tous ces phénomènes, c'est véritablement de travailler sur l'égalité. Et quand on prend l'égalité, par exemple à l'école, quand des jeunes sont venus d'autres pays, que dans leurs livres de classe et dans ce qu'ils écoutent à l'école, ils se retrouvent un petit peu, qu'ils aient des points de repère avec les endroits d'où ils viennent, que leurs copains entendent aussi ces choses-là, que les cultures puissent rentrer en dialogue. C'est aussi l'égalité, c'est que quand des jeunes sont dans la rue, ils soient traités de manière égale par le regard policier. Et c'est absolument... Dans des coins comme ici, comme la banlieue nord, c'est pas du tout le cas. Il y a un racisme policier vis-à-vis de certains jeunes. Alors Jean-François Degnaud, vous êtes d'accord avec Didier Deninx? Je suis d'accord sur le fait que le seul thème, c'est l'égalité, et c'est que la République française considère tous ses citoyens comme des citoyens français. Si c'est pas immédiat, parce qu'il y a des problèmes d'adaptation, de langue, j'ai dit tout à l'heure que la bonne attitude au début, c'était de donner des leçons de français aux parents, parce que l'inégalité, je parle en tant qu'élu local que j'ai été pendant près de 20 ans, c'est de mettre des gosses en classe qui, quand ils rentrent chez eux, rentrent dans un environnement où les parents disent pas un mot de français. Donc ils ont 100 mètres de retard sur les autres. Alors on a tendance à les mettre à part, on a tendance à les mettre à part. Alors, la vraie solution, c'est le naturel, c'est quand on a enlevé un certain nombre d'handicaps de base, c'est de se comporter normalement. Il ne faut pas renier son passé, aucun de nous ne doit être honteux de son passé, mais il faut être fier de participer à quelque chose de collectif. Et vous savez, là c'est une réunion sur les Arabes. Bon, moi j'ai un grand-parent qui n'est pas français. Si vous regardez, j'ai fait faire la statistique par l'intérieur, le nombre de Français actuels qui ont au minimum un grand-parent qui n'est pas français, on doit être 15 millions. 15 millions. Il faut en virer beaucoup alors pour retourner à la France profonde alors. Il faut en virer beaucoup alors. Mais parce que mon vieux, il y a tous les c'est le problème du lepénisme. À d'autres époques, c'est le problème du lepénisme. Enfin, pousser à l'extrême, ça fait peur quoi. Aujourd'hui, la communauté italienne ne parle pas. C'est pour ça que ça marche pas. Ne parle pas en tant que communauté italienne. Il n'a jamais été question de parler de communauté. Oui, justement. Il n'a pas été question. J'aimerais rajouter quelque chose et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec M. Degnaud. Concernant la notion tout à l'heure, tu as repris sur un thème qui était première génération, deuxième génération, troisième génération. C'est extrêmement important. Je vais te donner un exemple. Ils n'ont pas la même culture, ces différentes générations. Moi, je prends mon père. Mon grand-père est arrivé de la Martinique. Mon père a été de la génération de l'intégration. C'est-à-dire que mon père, il voulait absolument être un Français et il avait une écriture que j'ai jamais revue. Il voulait absolument manier le français mieux que les Français. Il se mettait la tête sous l'eau pour se décrêper les cheveux. Intégration. Moi, je suis de la génération où je veux retourner aux racines. Et on a la même attitude pour les enfants nés en Algérie, ceux qui ne sont pas encore nés. Et on a cette génération maintenant qui veut savoir et qui ne sait pas parce qu'elle n'est même pas née et parce que les parents n'en ont même pas parlé. Oui, mais je pense que c'est très opérant parce que c'est culturel de parler de la génération. Il y a un devoir de mémoire. Et par rapport à ce devoir de mémoire, il faut savoir, et je prendrai en particulier l'Algérie, l'histoire de la France et de l'Algérie est une histoire partagée qui aujourd'hui, et moi je la définis comme ça, une histoire de je t'aime
moi non plus. Est-ce que ces enfants issus de cette immigration doivent être les orphelins de la République? On a besoin de leur raconter ce qui s'est passé, mais on a besoin de leur raconter. Ils ont besoin, tout à l'heure M. Deniau soulignait qu'aujourd'hui le rôle du père était complètement atténué, le rôle de la mère. Moi, je dirais le contraire, parce qu'il y a malgré tout des pères et des mères qui font tout pour éviter que les enfants prennent les impasses qu'aujourd'hui le système aussi crée. Par rapport à ce devoir de mémoire, moi, je crois qu'il est important de redonner une mémoire, une identité à ces jeunes qui, malheureusement, ne savent pas où se placer. Salim Bachir, j'aimerais entendre votre point de vue là-dessus. Vous sentez aussi orphelin de la République? Moi, je me sens pas du tout... très peu concerné par le débat qui est là, parce que je suis algérien, je ne suis pas de nationalité française, je n'ai pas vécu l'immigration, j'ai pas vécu en France ma jeunesse, mon enfance, moi j'ai vécu en Algérie. Vous vivez en France depuis quand? Depuis 4 ans, à peu près, depuis 97. Et donc c'est vrai que vous avez eu de bons profs de français, hein? Oui, j'ai eu d'assez bons profs de français, effectivement. Il a été bon élève. Oui, parce qu'il écrit bien. Il écrit très bien. C'est un livre tout à fait remarquable et je l'ai lu. Le chien de lys, hein, vous parlez du chien de lys. Absolument, je l'ai lu comme. Enfin, les autres sont bien aussi. Tout à fait. Oui. Mais là, nous avons affaire à un premier livre d'un jeune écrivain et qui est à la fois un livre lié à une situation déterminée, l'Algérie, puisqu'il faut la nommer par son nom, mais qui, à partir de l'Algérie, évoque une sorte de problématique de la présence de l'homme ravagé par l'histoire, mais en même temps susceptible de dépasser l'histoire par la poésie. Justement, ça vous plaît là, parce que Séti est un grand poète comme chacun sait. Et on va justement, à propos d'Algérie, on va retrouver Jean Montaldo, parce que Algérie est Algérie française en plus. Écoutez le point de vue de Jean Montaldo sur la France, les Arabes aujourd'hui. Je fais partie de ces familles pieds noirs qui ont souhaité l'intégration de la communauté musulmane, de la communauté chrétienne, la communauté arabe, de la communauté nationale européenne. Alors c'était un rêve complètement délirant, qui nous valait d'ailleurs les sarcasmes de la majorité métropolitaine. Et si on regarde les choses avec beaucoup de recul, on voit que c'est notre rêve avec quelque chose de fort généreux, mais aussi de fou, car si nous l'avions réussi, si l'Algérie était restée française, eh bien aujourd'hui ce n'est pas 5 millions de musulmans qui seraient en France, mais 35, puisque quand nous avons quitté l'Algérie, ils étaient 10 millions, aujourd'hui la population algérienne est de 30 millions. Ce qui veut dire qu'il y aurait 35 millions de Français musulmans de l'époque, qui seraient aujourd'hui des Français à part entière, représentant un peu plus de la moitié de l'actuelle population française. Alors évidemment, tout cela posait problème, et c'est sans doute la raison pour laquelle le général de Gaulle n'a pas voulu de cette Algérie-là, bien qu'il était porté au pouvoir pour réaliser l'Algérie française. C'est la raison pour laquelle il nous a trompés. Fatima Al ? Moi, quand j'entends ce genre de discours, je comprends finalement même nos réactions depuis tout à l'heure, parce qu'on est... là, on a quelqu'un qui vient d'Algérie et qui est beaucoup plus à l'aise, parce qu'il est depuis 4 ans là. C'est inadmissible comme discours. Mais là, c'est terrifiant ce qu'il dit. Ça, je ne comprends pas qu'en 2001, on en parle encore de ces histoires. Et qu'on l'interviewe d'ailleurs, qu'on lui donne la parole. Oui, je ne comprends pas. Mais le Guet Savoir est une émission de débat, Fatima, je suis désolé. Je ne comprends pas qu'on dise encore c'est De Gaulle qui a donné l'indépendance de l'Algérie parce qu'il y aurait eu 35 millions d'Arabes en France et que ça aurait été, mon Dieu, ça aurait été horrible, quoi. C'est le même débat que tout à l'heure. Et pardon, je voudrais juste dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce qui me gêne, il y a une seule chose qui me gêne, mais vraiment, d'une manière même révoltante, c'est qu'on est tout le temps, on doit leur donner, on doit
nous ne sommes pas forcément que des victimes et qui attendons qu'on nous donne, que l'État nous donne, etc. C'est loin d'être le discours que je tiens. Moi, je trouve qu'un petit Jamel Debbouze qui sort de la banlieue et qui fait passer plus de choses dans ses salles, il fait passer plus de choses que celui qui attend qu'on lui donne. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, parce que la réalité des banlieues est bien réelle. Aujourd'hui, il faut redonner une mémoire à ces jeunes. Mais est-ce que le gros problème est là? C'est juste le problème de l'immigration? Est-ce que c'est pas aussi le problème de les... Moi, je parle plus d'immigration, madame. Moi, je parle plus d'immigration. Moi, aujourd'hui... Ah oui, mais là, on est en... L'émission, c'est les Arabes d'aujourd'hui. Vous avez des jeunes qui sont nés, qui parlent le français, dont les parents sont déjà nés en France. On parle de plusieurs générations. Et pour en revenir au discours tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a eu une véritable guerre. Il y a eu la guerre d'Algérie. Il y a eu plus d'1,5 million, je ne sais plus précisément, de morts algériens qui ont conquis leur indépendance. L'idée aujourd'hui, c'est dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui sont issus de cette immigration. Il est important de pouvoir leur redonner des repères, à la fois de mémoire et aussi une manière de pouvoir leur tendre la main, parce qu'on parle beaucoup de... Là, je crois qu'on a compris. Je crois que ce serait bien d'entendre maintenant un moment aussi Salim Bachi, qui ne s'est pas beaucoup exprimé là, dans cette émission. Ce serait important... Vous êtes timide? Ah, vous êtes timide. Mais enfin, vous parlez bien français. Sans accent? Bah, il paraît, ouais. Mais avec un léger accent, des fois on me fait le reproche, on me dit, vous savez, un léger accent, pied noir, il y a un petit truc derrière qui est un peu... Bon, je me dis d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, quand on lit votre roman, et là, on passe de la France vraiment à l'Algérie... Ça s'inscrit en faux par rapport à mon roman, ça s'inscrit complètement en faux par rapport à ce qui par rapport à Jean Montaldo, oui, ça on a compris. On a compris, on a compris. C'est vraiment tout le but du roman, c'est de dire arrêtez de mythifier, arrêtez de raconter des salades, écrivez l'histoire, d'accord, mais arrêtez de raconter des salades pareilles, enfin, c'est pas supportable. Et dans votre roman, c'est l'histoire c'est à la fois une histoire d'amitié, une histoire d'amour, on a l'impression quand même que cette Algérie n'est pas sortie de son martyre. Hein. Ah non, enfin, c'est pris à une date particulière, c'est en 96, c'est daté, donc c'est une journée en 96, et les personnages se débattent à l'intérieur de cette journée, ils n'ont aucune vision enfin, ils ont une vision du passé qui est assez mythique, assez travaillée par les mythes, par ce que les on-dit, par tout ce qui est autre que l'écriture historique. Et ils n'ont pas la vision de l'avenir. Effectivement, il faut les prendre comme en 96. Maintenant, je ne sais pas s'il faut dire... Cernés par les islamistes. Voilà, cernés par les islamistes, cernés par un pouvoir aussi qui n'est pas... Mais cernés par les islamistes, surtout la façon dont ils racontent, enfin dans le roman, c'est... Cernés aussi par le pouvoir. Par le pouvoir aussi, bien sûr. Je sépare pas les deux, enfin, j'ai le fils et le fils du FLN, enfin, Ah oui, vous n'aimez pas beaucoup le FLN, ça c'est clair. Non, j'aime pas du tout le FLN, j'aime pas ce qu'il a représenté. Je comprends que le FLN a représenté, enfin, il a représenté quelque chose pendant les années de la guerre d'Algérie, mais il ne représente plus rien après 62, je suis désolé. Et ce qu'ils ont fait après, et pour moi, c'est dégueulasse, ouais, en fait. C'est-à-dire ? Enfin, l'idée qu'ils se sont confisqués... Vous voulez parler quoi de la corruption? Oui, l'idée qu'ils ont confisqué tout simplement le pouvoir. Policier, il n'y a pas eu de... Régime policier, régime corrompu. Voilà, il n'y a pas eu de démocratie, il n'y a rien eu. Enfin, ça c'était... les promesses qui ont été faites pendant la guerre d'Algérie n'ont pas été tenues après aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est que le FLN a représenté l'union de plusieurs mouvements pendant la guerre d'Algérie, et après la guerre d'Algérie, on se retrouve avec un seul parti, un parti unique. Ça, c'est pas admissible. Pour ça, j'en veux. Alors, donc, vous êtes un jeune romancier algérien. Est-ce que vous voyez, vous, entre les romanciers algériens, parce qu'il y a toute une école, il y a une montée de la littérature algérienne. On parlait tout à l'heure de Rachid Boujedra. Oui, on se voit à travers les livres. Bien sûr, Rachid Boujedra, je l'ai lu. Enfin, on se voit surtout à travers les livres. J'ai lu Boualem Sansal aussi, qui est sorti, enfin, qui a fait un livre admirable aussi. Mais bien sûr, il y a toute la génération de Dib, de Kateb Yassine, enfin, que je revendique aussi, avec laquelle je me sens en affinité. Donc, voilà. Ce qui est tout à fait rassurant, au-delà des problèmes circonstanciels que nous évoquons, c'est que, vous vous souvenez du mot de Bernard Shaw au sujet de l'Angleterre et de l'Amérique. L'Angleterre et l'Amérique sont deux pays séparés par la même langue. Eh bien, et c'est la chance peut-être de la langue française et des valeurs attachées à la langue française, c'est que la Méditerranée, au-delà des drames que nous connaissons entre les peuples de la Méditerranée, au-delà des colonisations, a été pour la France d'une part, mais aussi pour ces jeunes écrivains qui sont en train de naître
partout, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Liban, c'est que la Méditerranée n'a pas séparé ces peuples qui, finalement, à travers leur identité, se retrouvent à un moment donné dans la langue française, et ça, c'est très important. Jean-François Dogno. À la suite de ce qui n'est pas un débat, parce que je pense que nous sommes tous d'accord, moi je tiens ça arrive de temps en temps, Guy Savoie, je tiens à dire le fond de ma pensée en dehors des questions tout importantes. Mais vous n'êtes pas tous arabes. De génération, de mémoire. J'ai été binational autrement. Tous d'accord, mais pas tous arabes. En dehors de toutes ces questions, je dis de mémoire, de degré de génération ou autre, je considère que la présence de Français d'origine d'Afrique du Nord est la plus grande chance que la France ait eue au cours de ce siècle. Voilà. Et moi, je voudrais dire quelque chose, et je voudrais presque dire faire attention. Parce que j'allais presque dire que l'écriture qui a l'origine dont on vient de parler peut être dévoyée. Il y a une entreprise qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention en ce moment, c'est celle de Paul Smain. L'écriture de banlieue, Ali le Magnifique par exemple, ou Vivre me tue. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une écriture de banlieue. Et on sait très très bien que derrière ce pseudonyme, il y a un auteur qui ne correspond absolument pas à ça. Et ça, je pense que c'est, par exemple, en matière de littérature, quand on parle de culture, il faut aussi trier. Parce qu'on voit que des gens s'engouffrent dans une littérature qui serait mode, qui serait porteuse, et derrière tout ça, il y a un auteur que tout le monde connaît sur la place de Paris. Tout le monde le connaît. Et c'est qui alors? Écoute, tu lis le journal du dimanche, on l'a dit, et dans l'article de Libération de ce matin, à 3 endroits, on donne ses 2 prénoms et son nom. À la fin, ça finit par léger comme littérature. Tout le monde le connaît sur la place de Paris. Tu vas faire ton travail de journaliste et tu vas l'inviter ici et tu vas lui demander d'expliquer ce qu'il en est de cette démarche. Cette démarche-là, on l'a déjà invité, mais il viendra pas. Donc ne fais pas semblant quand tu connais quelqu'un, dis son nom. Voilà, et il ne viendra pas. Les journalistes font toujours semblant. Oui, d'accord, mais je préfère. Voilà. Donc moi je trouve que par exemple, voilà un dévoiement. Avec lequel il faut être vigilant. Voilà, c'est un tout petit point. Et moi, j'ai beaucoup... Non, mais j'ai aimé... C'est dommage parce qu'on est tous des bavards. Moi, j'ai envie de l'entendre sur son livre. Oui, j'ai envie de l'entendre et de dire, bon, aux gens, lisez-le. Et tout à l'heure, la réaction qu'il a eue, il a dit, c'est scandaleux. Et ça, c'est tout, point. Et il a raison, il y a des moments aussi, il ne faut pas enfermer dans du discours ce qui n'est que scandale. C'est ce que je voulais dire. Daniel Piccoli, puisque j'avais dit tout à l'heure que je donnerais la recette, vous donneriez la recette du couscous, parce que bon, fort de l'eau, faut dire c'est du Piccoli habituel, c'est-à-dire il y a une image très forte à peu près à toutes les pages, je sais pas comment vous faites pour les trouver, c'est pour ça qu'on vous appelle souvent le pagnol Spice Boy un peu, c'est ça. C'est gentillesse là. Ou le rappeur pagnolesque, ou je sais pas. Oui, ça fait quand même pas mal ça, la Martinique, l'Algérie, la Provence et puis la banlieue. Alors, la recette du couscous. Il y a un couscous dans Fort de l'eau, il y a plein de trucs dans Fort de l'eau, mais il y a un couscous qui est assez gratiné. Je suis étonné de ne pas avoir trouvé la recette du monde de couscous. Alors c'est quoi Alors d'abord, ce livre se passe le 4 août 1962, il faut le dire, c'est au moment de la transmission du pouvoir en Algérie. 4 août 62, une date assez mythique parce que c'est cette date-là pour l'Algérie. C'est la mort de Marilyn Monroe et quelque part en Afrique du Sud, un certain Nelson Mandela entre en prison. Donc moi j'ai adoré, parce qu'elle contient, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le mythologique. Il y a le devoir de méthode, de mémoire. Là vous parlez à Salim Bachi. Oui, parce qu'on est fabriqué de ça. Notre mémoire n'est pas fabriquée que de connaissances et culture, elle est fabriquée de la recette. Alors la recette, oui, je fais du teasing un petit peu. Les préambules, ça commence à bien faire. C'est à la suite, c'est la suite d'une circoncision. Un gars m'a raconté sur la plage, un tchachi racontait des histoires, et il expliquait comment quelle avait été la destinée de son prépuce. Donc, résultat de la circoncision, on avait fait une énorme gamelle de semoule et on avait caché le prépuce à l'intérieur. Une dessa ou un grand plat, mais gamelle. Voilà, il y a l'appellation technique est là. Et chacun donnait de l'argent et avait droit à une cuillerée. Et celui qui retrouvait le prépuce à l'intérieur gagnait l'argent, bien sûr, le remettait au petit garçon qui venait d'être beau. Voilà, sauf que dans cette histoire-là, on n'a pas retrouvé le prépuce. Donc il y a quelqu'un qui l'a certainement avalé. Il y a quelqu'un qui a mangé le prépuce. J'ai toujours craint que ce soit moi, oui. Enfin bon, voilà. Et Fatima, il y a des couscous bizarres comme ça? Il y a des couscous bizarres, mais il y a... C'est quoi le couscous le plus bizarre? Je voulais juste dire un mot par rapport au couscous. C'est le plat qui accompagne vraiment l'être marocain, en
tout cas, et maghrébin, de la naissance jusqu'à sa mort. Donc, mais alors, le couscous le plus bizarre? Le plus bizarre, il y en a un, mais il est interdit, est-ce qu'on va le dire, qui est à Chaouen et qu'on roule avec du hashish, puisqu'on a une recette... Ah oui, c'est interdit. Alors, ça, c'est interdit. Et alors, c'est quoi la recette? Alors, l'utilisation de cette herbe avant était beaucoup plus pour mettre de la bonne humeur, puisqu'on a une confiture que tout le monde connaît, qui est à base de fruits secs, d'amandes, etc. Et on fait cuire donc ces herbes à la vapeur, et tout ce qu'on recueille, on le mélange ou à cette semoule pour donner de la bonne humeur. C'est pas du tout pour se droguer. Donc ça a été détourné cette herbe pour d'autres fins. Mais sinon, il y a évidemment il y a souvent des réunions. Je ne veux pas tellement folkloriser ce plat parce que pour nous, il est essentiel. Il est très important. Et actuellement, deux choses qu'on accepte de l'arabe. Avant, c'était le cheval arabe. La seule chose positive que nous ayons, c'était le pur sang, c'était le cheval arabe. On rêvait tous d'être un cheval, tellement on le rejetait. Après, ça a été la chanson. Donc, on passe. Moi, j'aime bien ce détournement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était pas... C'est vrai qu'il y a des injustices, il y a tout. Mais je veux dire aussi, je fais partie d'une génération et de gens qui, quand on leur donne pas, ils prennent, ils détournent. Et ce couscous, on est en train, alors on me demande d'aller au Japon, je trouve le French couscous chez Dean Del Look à New York. French couscous. Non, il est à nous. Jean-François Degnaud, vous disiez tout à l'heure, toute cette immigration et tous ces Arabes, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour quoi? Pour le couscous? Pour le rap? Pourquoi? Pour la littérature, à la cuisine, pour la personnalité. Pour la façon dont nous parlons en toute liberté. Ce qui est quand même, Jean-François Degnaud, Jean-François Degnaud, le cheval, il y a eu l'algèbre, l'astronomie. Oui, non, mais je parlais de notre histoire à nous. Jean-François Degnaud, il s'est passé un événement là aujourd'hui au Gai Sava. On vous a souvent invité, et c'est la première fois qu'on vous a très peu entendu. Il n'empêche que l'île Madame se lit très bien. L'île Madame se lit très bien. C'est un livre passionnant. C'est peut-être nous qui allons être obligés d'en parler parce que vous n'avez visiblement pas trop envie d'en parler. Non, mais moi je ne voulais pas gêner tous les éminents spécialistes qui sont ici. J'apprenais beaucoup. Alors vous voilà modeste. Quand j'ai une occasion, vous voilà modeste et silencieux. Quand j'ai une occasion d'apprendre, j'apprends. Alors l'île Madame, j'aimerais savoir l'île Madame. Pourquoi vous avez écrit l'île Madame? Pourquoi cette suite de Tudjara? Vous voyez la couverture. C'est une île donc très peu connue qui est reliée à la terre simplement par une route qui est couverte à marée haute. Et donc on ne peut accéder à cette île que si on connaît l'horaire des marées et avec un petit risque en passant à marée basse. Et je considère un peu que c'est le symbole de toutes nos vies, de toutes les choses sérieuses, de toutes les îles bien sûr, elles sont toujours à découvrir. Toutes les îles sont aussi des îles au trésor, elles ont leurs trésors, et toutes nos vies ont un trésor qu'il faut connaître. C'est pas évident de tomber dessus d'abord, et il faut parfois toute une vie pour découvrir sa vie. Et en fait alors, ce sont des gens... Vous êtes peut-être le plus arabe actuellement des écrivains présents sur ce plateau, car vous avez repris la tradition du récit des Mille et une nuits. Mais oui, en lisant ces 5 ou 6 histoires, celui qui va à la recherche du trésor, exactement. Vous êtes notre cher les Mille et une nuits qu'on peut retrouver chez Folio, parce que les Mille et une nuits, on les a là, c'est formidable. Chez Folio, voilà, ils sont là, regardez, le coffret est formidable. C'est le conte qui a un sens, mais qui est une histoire vraie. Et il y a aussi, bien sûr, là-dedans, un peu les 7 dormants, vous voyez, d'Éphèse, qui est un mythe que nous avons en commun, d'ailleurs, dans 2 des religions du livre. Et les 3 et même les 3. Et même les 3. Alors, l'idée, ce sont ces gens qui racontent. Vous voyez, il y a un moment, c'est un peu dramatique, ça se passe dans un hôpital. Celui qui va mourir a été l'un des plus grands chefs français. Il est incapable d'organiser le débat et le dîner qui est de règle dans ce club. Il peut donner un couscous, d'ailleurs, s'il veut, vous voyez. Mais il est dans le secteur des phases terminales. Il a un cancer. Et tous ses copains, les 11, décident qu'on ne va pas donner de banquet auquel il ne pourrait pas participer, mais que lui étant dans son lit, ne parlant à peu près pas, ils vont lui faire le plus grand cadeau qu'ils peuvent lui faire, ils vont parler de bouffe, vous voyez, de cuisine devant lui pendant 2 heures. Ça va être un festin de paroles.
Alors, bon, c'est une façon de dire l'apport de la cuisine dans notre culture, et notamment ce que chaque civilisation ont apporté à une culture. Et si vous prenez la culture française, pas au sens littéraire, mais au sens cuisine, il y a des apports de tous les pays. Absolument. Et donc vous retrouvez là le problème du devoir d'émergence et en même temps du droit de mémoire, tout ce que vous voulez. C'est un des grands liens qui nous restent. Des épices, eh bien c'est le rôle des épices, d'où ça vient, à quel moment, par quel siècle, n'est-ce pas? Quand les Arabes nous apportent le caramel, bon, qu'ils ont pris aux Chinois comme beaucoup de choses, ça sert à quoi? C'est le caramel à épiler les dames et les messieurs. Oui, c'est comme on le fait encore en Tunisie, tout à fait. On le fait encore en Tunisie. Mais si vous dites ça, vous c'est plus agréable que la cire? C'est pas très agréable, c'est plus efficace. C'est-à-dire qu'on peut le manger après. On peut le manger après. On est plus attiré par une femme qui s'épile au caramel qu'à une femme qui s'épile à la cire. C'est ça l'idée. C'est les nuits, qui sont des histoires comme, je sais pas moi, l'histoire du trésor de Rommel. Ce sont des histoires vraies, vous voyez. Un trésor fantastique qui représente plusieurs milliards d'aujourd'hui, qui n'a jamais été de Rommel, qui est une histoire vraie. C'est un commando spécial de la SS qui passe en même temps que les armées allemandes et qui vole les bijoux, les alliances, les rubis, les pièces d'or, etc. pour le compte du chef de la SS. Et puis ils arrivent un peu tard et le convoi qui doit emmener tout ça vers l'Allemagne est coulé par les Allemands et en catastrophe, le groupe de SS lance les caisses bourrées d'or au large de Bastia. On sait à peu près où elles sont. Un colonel SS note l'emplacement. Il est après arrêté, envoyé dans un ex-camp de concentration qui sert de lieu de détention pour les anciens SS. Lui, il est sûr du passé. Il a tué je ne sais combien de juifs, etc. Mais là, il y a un petit SS de rien du tout, un petit sous-officier, qui va sortir, il en est sûr, et qui déjà a le droit de travailler en dehors. Et le colonel SS, qui sait le secret de cet immense trésor, négocie sa vie contre le secret. Il lui fait une carte. Ne racontez pas la fin de l'histoire. Non, racontez la fin de l'histoire, on termine. Allez, on termine, la fin de l'histoire. Toutes ces histoires sont passionnantes. Et il commence à échanger une vie contre un papier. Le reste, il faut... Oui. D'accord, et bien le gai savoir, ce sera le mot de la fin. Le gai savoir est terminé. Si vous voulez retrouver les histoires de tonton Dogno, Jean-François Dogno, les histoires de tonton Dogno, eh ben c'est dans l'île Madame, aux éditions Hachette. Hein. Le gai savoir est terminé, à bientôt.